On passe à côté d'elle tous les jours. Donc on va partir par là, on va redescendre. Sans y prêter attention. Vous passez devant, vous y allez? On les piétine, sans connaître leur valeur. Ah ben tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez juste les feuilles. Regardez, vous connaissez. Vous connaissez. Non, non, c'est pas ça. Elle possède pourtant un pouvoir extraordinaire. La pimprenelle. La pimprenelle, bravo, ah, bravo. Celui de nous soigner. C'est une plante qu'on va pouvoir l'utiliser pour tonique veineux, par exemple, état diarrhéique et maux de gorge. Hein, voilà. Nathalie Avon est botaniste. On a de la belle roquette là. Oui. Se promener dans les champs avec elle, c'est un peu comme aller à la pharmacie. Car pour elle, chaque plante est un remède. Est-ce qu'on a une petite fleur? Non. Même les moins sympathiques. La jeune pousse de ronce a la faculté de restaurer les tissus osseux et cartilagineux. À en croire Nathalie, certaines de ces plantes, cachées dans ce laboratoire à ciel ouvert, seraient même plus efficaces que des médicaments. Ah, venez voir. C'est de la sarriette. Donc c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est très puissante en tant que désinfectante. On peut même éradiquer parfois, quand on est arrivé au bout de tous les antibiotiques à notre disposition, on peut travailler sur les staphylocoques dorés. Voilà, sachez-le. Et alors ? Voilà une dizaine d'années que Nathalie forme des amoureux des plantes. Des retraités, des lycéens, des salariés ou des mères au foyer, venus de partout pour apprendre ce savoir ancestral. Et peut-être aussi pour guérir de petits pépins de santé. Tous les ans, j'ai des sinusites chroniques, des bronchites et j'en ai un petit peu assez de me soigner aux antibiotiques et aux corticoïdes. Donc je me suis inscrite au stage et trouve ça fort intéressant parce qu'on trouve dans la nature, en fin de compte, à nos pieds plein de plantes qu'on pense être, entre guillemets, des mauvaises herbes et on s'aperçoit qu'en fin de compte, elles ont toutes des vertus intéressantes. Faut-il encore les connaître et savoir les utiliser? Comme Chantal, les déçus de la médecine sont de plus en plus nombreux. Des stages fleurissent un peu partout et les soins par les plantes ont aujourd'hui le vent en poupe. Oui, c'est efficace. On est toujours surpris d'ailleurs des résultats qu'on obtient avec des plantes. Hein. On est toujours « Ah bon, mais ça marche mais alors, mais pourquoi ils nous disaient que ça marchait pas ?» Il y a 5 ans, nous avions même visité une école entièrement dédiée aux plantes, mais pour un objectif professionnel. C'était à Lyon. Nous avions eu droit à une visite guidée avec le directeur, Patrice de Bonneval. Voilà, donc ça c'est la salle de phytothérapie, c'est le docteur Mignot qui enseigne en ce moment. C'est l'un des plus anciens cours privés de phyto- et d'aromathérapie. Ça c'est la salle d'enseignement des oligo-éléments avec le docteur Corjean. L'un des plus reconnus aussi. Et depuis quelques années, l'école ne désemplit plus. Et là on va retourner dans la salle de travaux pratiques. Elle accueille près de 500 étudiants chaque année. Certains viennent pour le plaisir d'apprendre, d'autres pour en faire leur métier. Ça, c'est tellement pratique. Aujourd'hui, l'école de Patrice de Bonneval existe toujours. Bien sûr. La dernière fois, notre visite avait eu lieu côté cours. Mais cette année, c'est côté jardin que le directeur a tenu à nous emmener. Car c'est la grande nouveauté de l'école. Donc on est dans un endroit où les gens viennent voir d'une manière pratique ce qu'ils viennent d'apprendre en théorie. Terminé, les croquis et les pages de dictionnaire. Désormais, les élèves observent les plantes à même la terre. En fait, c'est super bon pour le foie. L'odeur et le goût. Et le goût, oui, voilà. Donc ça sent bon. Il y a les gens qui détestent cette odeur et les gens qui aiment beaucoup. La formation de ces futurs herboristes dure 3 ans et leur coûte environ 2 000 € par an. Et depuis notre dernier reportage, Patrice de Bonneval a vu évoluer les promotions d'élèves. Ça a changé à la fois en nombre et en qualité. C'est-à-dire qu'en nombre, on est un peu plus nombreux, puisqu'on était la dernière fois, on était 600. Et là, on est 1000. Et c'est mieux aussi parce qu'il y a plus de garçons. Apprendre les remèdes de bonnes femmes séduit désormais les hommes.
Pour répondre à la floraison d'inscriptions, de nouvelles écoles ont même vu le jour ces dernières années. On en trouve désormais une dizaine en France. Mais il reste une épine dans le cursus. Aucune d'entre elles n'est reconnue par l'État. Leur diplôme non plus. Car en France, aujourd'hui, pour vendre des plantes, il faut en théorie avoir un diplôme de pharmacie. Dans l'officine parisienne d'Éric Millon, un tiers des produits vendus est à base de plantes. Alors ici, vous êtes dans une pharmacie traditionnelle, donc comme dans toute pharmacie, vous trouverez l'ensemble des traitements classiques que votre médecin peut vous prescrire ou que vous pouvez vous-même utiliser. Mais nous avons une réelle orientation sur tout ce qui est produits naturels, à base de plantes, d'homéopathie ou de phytothérapie. Des produits qui prennent toutes les formes possibles. Tisanes, ampoules, gélules. Et surtout, Éric Millon vend des plantes qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans une pharmacie. Car en France, depuis 1941, les pharmaciens ont le monopole de certains produits. Les médicaments, bien sûr, mais aussi plusieurs centaines de plantes. Alors, il ne faut pas oublier que les pharmaciens sont historiquement les gardiens des poisons. Donc on va retrouver en pharmacie tous les produits qui historiquement étaient inscrits à la pharmacopée, qui est notre registre de préparation ou de matières premières ou de produits qui vont avoir un effet thérapeutique, mais potentiellement un effet toxique. Et les pharmaciens sont aussi les seuls à avoir le droit de préparer certains mélanges. Pour fabriquer des huiles essentielles ou des gélules, comme ce remède pour perdre du poids. Donc voilà, donc là vous avez un médecin qui vous a fait une prescription pour réaliser un mélange avec une plante, du fucus qui va avoir un effet un peu draineur pour aider un petit peu à garder la ligne, du chrome pour réduire les envies de sucrer. Donc à partir de cette plante et de cet oligo-élément, nous allons pouvoir réaliser une gélule en prise unique que le patient pourra prendre pour ainsi suivre et garder la ligne. Ça, c'est purement un geste de pharmacien qui nécessite une technicité, une traçabilité, ainsi qu'un mode opératoire qui est complètement détaillé et défini pour s'assurer que l'ensemble des opérations sont bien réalisées. Pour moi, ces préparations doivent être exclusivement réservées aux pharmaciens. C'est un vrai choix de santé publique. Les pharmaciens sont donc les seuls à pouvoir vendre certaines plantes ou à réaliser certains mélanges. Mais rien n'interdit aux particuliers de se fabriquer leur propre décoction, avec toutes les plantes de leur choix, du moment qu'ils ne les vendent pas. On va passer par là, non, peut-être? Dans le sud de la France, à Égalières, les stagiaires de Nathalie rentrent de la cueillette, les bras chargés de plantes. Direction la cabane au fond du jardin. On va cuisiner les plantes. Remplies de fioles, d'huiles essentielles et de mélanges odorants, elle ressemble un peu à un cabinet d'alchimiste. Ici, la botaniste va apprendre à ses soigneurs en herbe comment réaliser en 2 temps 3 mouvements un bon sirop d'antan. C'est une très belle cueillette qu'on a fait ce matin. Donc on avait dit du thym, on avait dit du maroube, il est là. On a trouvé du très bon. Le thym, il est là. Et on a trouvé quelques fleurs d'églantier, donc on va les rajouter à notre mélange, on ne va pas se gêner. Officiellement, ça s'appelle sirop pour la toux. Aujourd'hui, on va dire oui. Toux, grippe, rhume, bronchite. Voilà. Il suffit de suivre la recette. Allez hop, on est parti. Une poignée de plantes à frémir dans une marmite. Un soupçon de patience. Une pincée d'attention. Et pour finir, quelques gouttes de délicatesse. Respirez, c'est prêt. Tout l'après-midi, les recettes vont s'enchaîner. Pour hydrater la peau, un élixir floral à base de pétales macérés. Et pour la réparer, un baume apaisant où se mélangent la cire d'abeille, le millepertuis et le beurre de karité. Mais il ne s'agit pas seulement de marier les parfums et les couleurs. Le plus important pour Nathalie reste la santé des stagiaires. Ça ressemble un peu à la dinette, hein. On s'amuse, c'est vrai, mais c'est pas un jeu, quoi. C'est sérieux.
Il y a des tas de petits maux quotidiens pour lesquels on a malheureusement souvent le réflexe d'aller chez le médecin, que l'on peut résoudre tranquillement, facilement à la maison, avec quelques connaissances. Dans la marmite et les potions de Nathalie, certaines plantes font pourtant partie du monopole des pharmaciens. Je pense que la ballotte fétide est interdite à la vente. Celle-ci. La ballotte. Comme la ballotte et le maroube, par exemple. Mais selon elle, ces enseignements n'ont rien d'illégal. Je suis pas en la loi, non, parce que je leur apprends à faire, mais je leur vends pas, je leur vends rien, je leur transmets juste des connaissances, après ils en font ce qu'ils veulent. Quoi. Chacun prend sa responsabilité. Exactement. Le monopole des pharmaciens concerne la vente de ces remèdes, pas leur consommation. Alors je vous préviens, c'est un peu amer. Hein. Chaque stagiaire peut donc repartir chez lui avec les mélanges qu'il aura lui-même préparés, comme ce sirop pour la toux. Je me dévoue. Chin chin. En tout cas, à votre santé et merci d'être là. À ses risques et périls. Ah ouais, c'est spécial. C'est pas censé être bon. Ah, c'est pas au début, c'était bon. Oh, tu exagères. C'est amer. Mais d'autres ont dû défier la loi, comme les herboristes, des spécialistes des plantes qui souhaitent en faire le commerce et qui contestent le monopole des pharmaciens. Ils ne sont plus qu'une dizaine dans toute la France. Parmi eux, le directeur de l'école lyonnaise, Patrice de Bonneval. Nous l'avions déjà rencontré dans son herboristerie lors d'un tout premier reportage en 1998. À l'époque, il n'hésitait pas à braver l'interdit en revendiquant sa compétence. Quand j'ai décidé quelque chose auquel je crois, rien ne m'arrêtera. Même pas la prison, donc je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais, parce qu'il y a une série d'interdits qui m'empêchent d'exercer un métier pour lequel j'ai été formé en plus. La loi, Patrice de Bonneval n'en avait que faire. Il vendait toutes les plantes de son choix, sous des formes variées, en vrac, en huile, en crème. Un élève qui est en train de faire le mélange. Un mélange tout à fait traditionnel. C'est le Serra de Galien, l'ancêtre des crèmes de beauté. Onctueuse, grasse, avec une forte proportion de cire d'abeille, cette pâte est parfumée au géranium, au thym et à la camomille. Donc vous voyez, c'est un produit qui sent bon, qui est facile à étaler. Donc on peut l'utiliser dans les sports d'hiver ou quand il fait très froid. Aujourd'hui, Patrice de Bonneval tient toujours son herboristerie. Mais comme il veut la vendre, il a dû y faire un peu de changement. Dans la liste des plantes, les mélanges de plantes d'avant. D'avant Ouais. La camomille y côtoie toujours le genévrier. Et l'oranger y compte encore fleurette à la bergamote. Mais à y regarder de plus près, les étagères se sont tout de même allégées. Autre chose pour les plantes Non, pour les plantes, c'est d'accord. On n'y trouve plus, par exemple, le fameux Serra de Galien, la crème des sports d'hiver. Et beaucoup d'autres plantes manquent désormais à l'appel. Car Patrice a décidé de rentrer dans le rang, bon gré mal gré. Avant, je vendais toutes les plantes, je vous dis, qui étaient toujours dans l'herboristerie, à peu près 500 plantes. Et maintenant, vous ne vendez plus? Maintenant, j'en vends plus que 148 parce que je veux vendre mon herboristerie et je veux qu'elle soit dans les clous, qu'elle soit dans la législation. Aujourd'hui, seules 148 plantes sont en vente libre. Ce sont elles, et elles seules, que Patrice commercialise. Après avoir défié la loi, désormais, il n'empiète plus sur le monopole des pharmaciens. Je ne veux pas être poursuivi, je ne veux pas aller en justice, ça me fatigue. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à 70 ans pour me relancer dans les trucs de justice, j'ai pas envie. Si Patrice craint aujourd'hui la menace du tribunal, qu'il a longtemps ignorée, c'est parce que l'an dernier, le glaive de la justice n'est pas passé loin. Son plus proche confrère a été condamné pour exercice illégal de la pharmacie. Un procès symbolique pour tous les défenseurs du métier. Sur le banc des accusés, cette herboristerie, la plus ancienne de France. C'est bien. Celle du Palais Royal à Paris. Merci, bonne journée. Au revoir, monsieur. En mai 2013, Michel Pierre est condamné à une amende de 15 000 € avec sursis, après une plainte de l'Ordre des pharmaciens.
Lui aussi doit retirer de son herboristerie toutes les plantes réservées à la pharmacie, qu'il vendait pourtant depuis longtemps. Herboristerie, bonjour. Ah, le buis, on n'a plus le droit d'en vendre, madame. On n'en aura pas. Non. Ben, à la place du buis, je peux vous donner des feuilles de thym si vous le souhaitez. Je vous en prie, vous aussi, madame. Au revoir. Ça arrive souvent, ça? Oui, oui, oui. Les gens demandent des plantes qui sont maintenant interdites? Oui, ça arrive tous les jours. Et donc, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, qu'on peut éventuellement leur proposer une autre plante en vente libre, mais il y a une action beaucoup moins importante. Des plantes comme le thym, dont les propriétés antiseptiques sont légères, peuvent donc être vendues librement. Mais d'autres, comme le buis, dont l'action antivirale est reconnue, sont aussi considérées comme dangereuses. C'est pour avoir vendu certaines de ces plantes que Michel Pierre a été condamné. Il en garde un très mauvais souvenir. Je me suis senti remis en cause, surtout que je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, donc j'ai juste vendu des plantes médicinales faisant partie du monopole de la pharmacie. Il y a 3 ans, un sénateur a rédigé une proposition de loi pour mettre fin au bras de fer entre les herboristes et les pharmaciens. Mais pour l'instant, elle n'a pas abouti. Le tribunal qui a jugé Michel Pierre semble le regretter dans ses conclusions, ce qui amuserait presque son avocat Patrick Beuchet. Pour lui, l'arrêt de la Cour sonne comme un aveu d'impuissance. Une proposition de loi fait état du rétablissement du titre et de la profession d'herboriste, reconnue dans la majorité des pays de l'Union européenne. La Cour ne peut statuer qu'en application des textes en vigueur à la date des faits. Donc c'est un arrêt du 24 mai 2013. Donc les magistrats sont un peu, excusez l'expression, mais le cul entre deux chaises, et ils constatent une situation qui leur paraît juridiquement fautive, mais en fait parfaitement justifiée. Michel Pierre n'est pas le seul dans le collimateur des pharmaciens. Ces dernières années, de nombreux producteurs ou vendeurs de plantes ont été traînés en justice. Que signifie cette guérilla judiciaire? Pourquoi les pharmaciens craignent-ils autant ces incursions sur leur plate-bande? Depuis plus d'un demi-siècle, l'Ordre national des pharmaciens surveille avec attention les officines et tous ceux qui voudraient jouer les apothicaires au nom de la santé des patients. Et Isabelle Adeno, sa présidente, ne transige pas avec ce principe. L'ordre des pharmaciens n'est pas anti-herboriste ou tout ce que l'on veut. En revanche, il est pour la sécurité des personnes, et ça, c'est important. Et c'est pas parce que les choses viennent de la nature qu'il faut moins de sécurité pour les personnes. L'année dernière, Michel Pierre a été en justice. Comment ça se justifie? Quand on en arrive à vouloir soigner des pathologies, poser des diagnostics, engager des traitements, forcément, là, ça pose des problèmes. Pour être professionnel de santé, les médecins, 12 ans d'études, les pharmaciens, 6 à 7 ans d'études, on comprend bien, le public et tout le monde peut comprendre que, bien évidemment, il faut des années et des années d'études pour arriver à être professionnel de santé. Des professionnels de santé qui ne penseraient donc qu'à la sécurité du patient. Mais le commerce des plantes est aussi devenu pour eux une source de revenus non négligeable. Et les industriels de la santé n'entendent pas laisser passer le formidable potentiel financier du monde végétal. À l'intérieur de ces serres tropicales, bien protégées comme dans un coffre-fort, la collection privée de plantes la plus importante au monde. Dendrobium, orchidées, carica papaya ou encore barbiflore. Un patrimoine inestimable, un trésor végétal, sur lequel veille Bruno David. Bonjour Nathalie, on n'a pas trop de chenilles sur notre orthosiphon? Si, l'hiver a été doux. Des plantes exotiques, rares ou même en voie d'extinction, que ce phytochimiste connaît par cœur. Donc dans cette serre tropicale, nous avons à peu près 500 plantes. Vous avez par exemple ici du Nepenthes, qui est une plante dite carnivore, capable de digérer de petits insectes. Mais on a surtout des plantes
d'intérêt pharmaceutique, comme le Catharanthus roseus, qui permet de préparer un médicament anticancéreux, la vinorelbine, qui est sur le marché depuis 1989 dans l'indication cancer du poumon, depuis 1992 dans l'indication cancer du sein. Bruno David en est convaincu. Des milliers de médicaments potentiels se cachent dans chacune de ces plantes. Il travaille pour le laboratoire pharmaceutique Pierre Fabre, près de Toulouse. L'un des premiers en France à avoir misé sur les plantes pour fabriquer des médicaments, et qui a même bâti sa fortune dessus. Tout commence au début des années 60, avec un petit plant de houx, le rhizome de Fragon. Le laboratoire exploite les propriétés vénotoniques de la plante et invente son premier médicament, le Cyclo 3, encore en vente à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le groupe vend 40% de médicaments à base de plantes, grâce à ce département recherche et développement. Dans ces locaux, chaque jour, des machines passent au crible des dizaines de milliers de molécules de plantes. Le but, trouver celles qui vont permettre d'inventer de nouveaux médicaments. En ce moment, l'équipe de Bruno David teste leur effet sur des cellules cancéreuses. Une quête longue et minutieuse, car les principes actifs les plus faciles à détecter ont déjà été trouvés depuis longtemps. Alors depuis 1998, nous cherchons. Nous n'avons encore rien trouvé qui puisse être administrable à l'homme. Par contre, le cancer étant un véritable problème, ça mérite que nous continuions à s'intéresser à ces questions-là. Dans ce labo donc, pas d'opposition entre l'univers des plantes et celui de la chimie. Tous deux tournent dans le même sens, au service de la même médecine. Voilà la tendance qui se dessine désormais. Concilier les deux approches. Et même les plus farouches défenseurs des plantes sont convaincus de cette complémentarité. En 1998, nous avions rencontré un militant des plantes, une figure incontournable dans le monde de la botanique, réputé pour sa connaissance encyclopédique du monde végétal. Dans ce petit village de Man, aux yeux de Pierre Liotagui, ethnobotaniste, ces trésors sont partout. Jusque dans sa ruelle, une vraie pharmacie. Et voilà, et aussi au pied des murs, on a le plantain, qui est le... Plantain, c'est la même racine que plante des pieds. C'est une plante qui pousse sur les pas des hommes. Autrefois, les gens marchaient beaucoup, mettaient les feuilles de plantain dans leurs souliers, de façon à prévenir les inflammations. C'était le sparadrap des gens de la campagne. Même le chien-dent. 16 ans après notre première rencontre, Pierre Liotagui habite toujours à Man. Il est toujours aussi connaisseur des plantes qui poussent entre les pierres des chemins de sa Provence. Enfin, celles qui résistent. C'est une laitue vireuse passée au désherbant. Une laitue vireuse, ça veut dire? C'est une laitue sauvage, dans le sucre qui était employé en succédané de l'opium pendant très longtemps. Donc ça a été un remède important. Les gens qui étaient allergiques à l'opium étaient traités par ça. J'aime toujours les plantes, évidemment, parce que j'ai passé ma vie, on va dire à leur contact. Je n'ai plus le même regard sur les plantes que j'ai pu avoir il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, Pierre n'est plus vraiment un militant. S'il a relativisé le pouvoir des plantes traditionnelles, appelées les simples, c'est parce que le cancer est passé par là. Ah, petit panier, c'est plus trop le panier des simples. C'est le panier des pas simples. Ça, c'est un remède antitumoral, avec un truc associé, des remèdes cardiaques. Son salut, il le doit à ces médicaments qu'il prend plusieurs fois par jour. Je connais des gens qui s'obstinent à traiter des maladies très graves avec des remèdes végétaux et qui, de temps en temps, en meurent. Pour ma part, je sais que... Alors, c'est aussi le paradoxe où je suis, c'est-à-dire je ne raconterai pas ça s'il n'y avait pas eu l'intervention de la médecine savante actuelle, la médecine industrielle. Et donc, je suis quelqu'un qui a passé sa vie à parler des plantes médicinales, à travailler autour de ce thème-là, et qui survit grâce
à une médecine contemporaine que par ailleurs, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance que je dois à la vie. Désormais, Pierre Liotagui ne souhaite plus opposer les soins par les plantes et les traitements chimiques. Il milite maintenant pour que s'arrête cette guerre de chapelle. À des centaines de kilomètres de là, elle aussi est convaincue de la complémentarité de ces deux mondes. Alexia Blondel est aromathérapeute, c'est-à-dire spécialiste des huiles essentielles. Bonjour. Et depuis 2 ans, elle travaille à l'hôpital de Poitiers. C'est une première en France. Autour de la table aujourd'hui, une douzaine de patients atteints du cancer. La première huile essentielle, c'est l'huile essentielle de basilic, exotique. La jeune femme leur a apporté ces petites fioles qui pourraient améliorer leur bien-être. Pour des propriétés qui sont antispasmodiques, d'accord ? Mélangé avec de la mélisse et de la marjolaine, cet élixir pourrait avoir des effets très bénéfiques sur l'appareil digestif de ces malades. Et là, vous allez apprécier le mélange. Bien souvent perturbés par les traitements médicamenteux. Aujourd'hui, elle leur apprend comment s'appliquer ces plantes sur la plante des pieds. Voilà, 6 gouttes du mélange. Vous commencez par un pied, puis l'autre, puisque le système digestif, il est représenté sur les 2 pieds. Je sens qu'il se passe quelque chose au niveau du ventre. Enfin, ça... Oui, il y a des petites choses qui se passent. Oui. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, ça renforce... Petite vibration, enfin je sens, oui. Il se passe des choses. C'est agréable, il y a l'odeur, c'est doux. Une manière de prendre soin de soi avec douceur, je trouve. 4, 5, 6 gouttes du mélange qu'on a réalisé. Mais qu'en est-il réellement des vertus thérapeutiques de ces huiles essentielles ? En France, il n'existe pas d'études suffisamment poussées pour prouver leur effet. Et les médecins sont souvent dubitatifs sur leur efficacité. Mais au service hématologie de cet hôpital, un épisode a ébranlé le scepticisme du médecin-chef, le docteur Natacha Maillard. Chez un patient pour l'aromathérapie et nous discutions de l'hélicryse. Nous avons utilisé dernièrement pour la première fois en voie cutanée. Ça avait très bien marché d'ailleurs. J'étais un peu sceptique au départ. Et c'est vrai que franchement, j'ai été convaincue. Elle a vu un énorme hématome disparaître du corps d'un malade grâce à l'application de quelques gouttes d'hélicryse italienne. C'est vrai que l'amélioration surtout était très spectaculaire. En plus, l'intérêt c'était quelque chose d'objectif, si vous voulez. C'est pas comme vous vous sentez mieux parce que vous avez pris des huiles essentielles, mais quelle est la part du psychologique là-dedans? Là, vous avez un hématome, c'est un fait, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose d'appréciable à l'œil, et vous voyez que ça va mieux et que ça n'aurait pas pu s'améliorer de façon aussi spectaculaire spontanément. Aujourd'hui, même à l'hôpital, l'efficacité de certaines plantes commence donc à être reconnue. Et l'intérêt du grand public pour les plantes médicinales ne se dément pas. Bon, là, je pense que c'est pas tellement équivoque, en fait. Ça fait vraiment comme des... Voilà, ça fait comme des écailles de serpent. Chez les amoureux des plantes, de nouvelles idées ne cessent de germer. Donc, on est d'accord qu'il y a des écailles? C'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a des épines quelque part? Est-ce qu'il n'y en a pas? Sur le plateau des 1000 vaches, Thierry Thévenin forme des stagiaires à la dernière discipline en vogue, la gémothérapie, c'est-à-dire le soin par le bourgeon. C'est quelque chose qui est très récent. Et l'idée, c'était assez conceptuel de dire que tout le potentiel du végétal est contenu dans le bourgeon. Tout le programme est déjà là. C'est vrai qu'à l'intérieur, on trouve les feuilles, on trouve les fleurs, tout est déjà là. Et donc, c'était vraiment une promesse de guérison importante. Et donc, ça a beaucoup de succès. Mais quelles espèces de plantes peut-on vendre? Et qui en a le droit? 2 questions renvoyées aujourd'hui sur le bureau du législateur, face à une demande grandissante pour la reconnaissance de la médecine naturelle.